Bonjour à tous et bienvenue à Un Monde en Marche. Cette semaine, dans l'émission, on va discuter de santé sexuelle. Je vais m'entretenir avec Mylène de l'organisme Blitz. On va s'actualiser sur les ITSS. Et je vais aussi parler avec Frédéric d'une nouvelle clinique virtuelle en santé sexuelle, mentale et sociale nommée chez Foufoune. Bienvenue à Un Monde en Marche. Je suis ce matin en compagnie de Mylène Saint-Pierre. Salut Mylène. Bonjour. Tu es la directrice de Blitz, le bureau qu'on voit en arrière. Qui est Exactement. Le bureau des luttes pour les infections transmises sexuellement et par le sang. Exactement. Bien dit. C'est ça, je vais t'inviter aujourd'hui à marcher pour qu'on parle un peu des ITSS à notre époque. Juste nous dire un peu, c'est quoi le topo là-dessus, que tu nous actualises un peu notre regard là-dessus. Bien, en fait, c'est sûr que c'est dur de faire un topo toujours à jour, dans le sens que les statistiques vont toujours le cheminer à 1 ou 2 ans là, en arrière. Mais on peut dire, une chose qu'on peut être certain, en fait, c'est que ça dérougit pas, si je peux dire ça comme ça. Il y en a encore. C'est en augmentation. Il y a toujours des populations clés que nous, on appelle dans notre domaine, qui fait en sorte que c'est des populations qu'on va intervenir plus majoritairement, où est-ce que le taux de transmission des ITSS, là, il est plus élevé. Donc, on va intervenir auprès des HARSA, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est une population où est-ce que le taux de transmission, là, on va voir qui est majoritairement, les populations majoritairement touchées. Les jeunes, la jeunesse, 15-24 ans, ça dérougit pas non plus. On va parler des travailleurs, travailleuses du sexe, les personnes utilisatrices de drogues injectables ou inhalables. Ça va être, c'est pas qu'il y en a pas dans les autres populations, mais c'est les populations où est-ce qu'on va là, maximiser nos interventions. Je me demandais justement pour ce groupe-là, les 15-24 ans, oui. On parle souvent d'un phénomène social d'hypersexualisation de la jeunesse. Donc, les jeunes sont de plus en plus précoces à avoir des relations sexuelles. Est-ce que ça, c'est un nouveau phénomène ou ça a toujours été... Bien, en fait, ça, c'est un mythe. OK. Donc, l'hypersexualisation, c'est pas un mythe. Donc ça, oui, on peut voir les comportements sexualisés. Mais avant que le jeune soit nécessairement en action, l'âge de la première fois, par exemple, la relation sexuelle avec pénétration, elle n'a pas changé depuis plusieurs décennies. Fait que les jeunes vont avoir un discours, un vocabulaire, qui vont être informés, ils vont savoir, mais ils vont pas nécessairement avoir des comportements sexuels plus tôt. Ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'on essaie de démentir le plus possible. Les études le prouvent. C'est des fois, le monde, ils sont un peu surpris de cette information-là, mais les études, ce qu'ils vont prouver, c'est plus que le jeune va être informé tôt, plus ça va retarder l'âge de sa première relation sexuelle. Donc, c'est pas parce que le jeune est informé qu'il va nécessairement être actif sexuellement. Ça, c'est ce que c'est un volet que vous avez dans vos services, justement, si vous nous parlez un peu des services de Blitz, mais les interventions dans les écoles, la sensibilisation, de la prévention, dans les cours de... Je sais pas si c'est encore les cours de formation personnelle et sociale, ça existe encore, ça? Non, ça n'existe plus, ça. C'est vraiment rendu... le cours d'éducation à la sexualité est redevenu obligatoire depuis 2018. Il y avait une dizaine d'années qu'il n'y avait plus de cours d'éducation sexuelle à l'école. 2018, c'est revenu. Nous, cette année, c'était la première fois où est-ce que vraiment on était dans 9 écoles secondaires du territoire, où est-ce qu'il y avait une intervenante jeunesse dans l'école. Fait qu'elle pouvait aller rencontrer les jeunes de secondaire 1 à 5. Elle offrait les rencontres individuelles, puis aussi était disponible là, pour offrir du soutien, de l'accompagnement aux professeurs pour en répondre au ministère, en fait, avec les différentes exigences au contenu obligatoire. Ça, c'est un volet, mais on a aussi tout le volet communautaire qu'on va rencontrer les jeunes dans les organismes communautaires qu'ils fréquentent, que ce soit les carrefours jeunesse-emploi, les maisons de jeunes. On est vraiment actifs là, au niveau de la jeunesse. Donc, c'est ça, de plus en plus, il y a une présence d'intervention pour la sexualité dans les écoles qui est comme vraiment... on a compris que c'était un pilier majeur de l'humanité et qu'il fallait avoir des personnes ressources là-dessus. Donc, votre travail est de plus en plus le bienvenu, là. Oui, tout à fait. C'est sûr, quand on parle de sexualité, ça fait toujours là, certaines réactions. Je sens vraiment une ouverture qui se crée. C'est à nous, après, de promouvoir l'importance de le faire. Donc, cette année, on peut vraiment dire qu'on a... Je trouve qu'on a traversé une étape, en fait, en intégrant certaines écoles comme ça. Puis, on va continuer là, à développer ces services-là au courant des prochaines années, c'est sûr.
Puis avant que je commence l'entrevue avec toi, j'ai émis le nom SIDA. Puis là, tu m'as corrigé rapidement en me disant que, encore là, il faut démystifier, pas démystifier, mais séparer le SIDA du VIH. Ouais. Puis tu nommais qu'il y a des belles avancées par rapport à médicales pour dépister le VIH, justement. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Bien, premièrement, ça, il faut comprendre que nous, souvent, on va dire VIH-SIDA. On va les associer ensemble. Le VIH, c'est une des phases de la maladie, de l'infection du sida. Le sida, on va parler de sida quand la personne est vraiment à la dernière phase. Donc, quand elle est rendue à la phase sidatique, c'est vraiment là où est-ce que la personne est très malade. Au Québec, en fait, très, très rare qu'on va parler de sida parce que les personnes avec la médication, aujourd'hui, ils vont vivre là, comme monsieur, madame, tout le monde, sont rendus avec une belle espérance de vie comme la majorité des gens. Certaines personnes, ils vont avoir là, des conditions plus vulnérables, mais règle générale, leur condition de santé est très bonne avec la médication. C'est la médication, en fait, qui change tout. Et une des belles avancées que c'est important de comprendre, c'est, on va parler, nous, I égale I. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est indétectable égale intransmissible. Donc, une personne qui vit avec le VIH, qui prend sa médication, qui fait ses suivis avec son médecin régulièrement, sa charge virale, donc son taux de virus par millilitre de sang, il va être indétectable. Il ne le transmettra plus. Donc, il peut avoir des relations sexuelles non protégées et ne pas transmettre le VIH. Parce que c'est contrôlé. Exactement. Si la personne ne prend pas sa médication et qu'elle a une charge virale élevée, là, on est ailleurs. C'est pas la même. Mais une personne sous médication avec une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH. Ça change complètement la donne. Ça permet justement à des couples qui ont des statuts sérologiques différents d'avoir un enfant sans qu'il y ait de transmission de part et d'autre, entre autres. Donc, ça, pour la discrimination, stigmatisation que ces personnes-là vivent, c'est important de le connaître parce que ça change vraiment le visage là, du VIH. Oui, parce qu'il y a tellement de médisance ou de tabou par rapport au VIH que si quelqu'un met sa bouche sur le bord d'un verre, « Touche pas, il y a le VIH, il va le transmettre. » Puis après ça peut devenir... on peut se sentir stigmatisé, ostracisé, justement, mis de côté. Oui, les personnes avec le VIH, encore aujourd'hui, malheureusement, ils vivent beaucoup de situations discriminantes. Donc, c'est sûr que nous, on a une partie très intégrante de notre travail, c'est leur défense des droits qu'on met beaucoup de l'avant. Rappeler, c'est quoi les modes de transmission? C'est une infection transmise sexuellement et par le sang. Donc, non avec un verre d'eau, avec des ustensiles, en partageant la vie quotidienne. Il n'y a pas de risque de côtoyer une personne avec le VIH, par exemple, dans son milieu de travail. Il y en a qui vont perdre leur emploi. Suite, on l'a vécu là, en 2022. Au Blitz, on accompagnait un de nos membres qui, tout d'un coup, il y a eu un dévoilement de son statut sérologique à son travail, puis étrangement, son poste a été aboli quelques jours après. Donc, ça ne devrait pas avoir lieu. Souvent, c'est de la par méconnaissance, par peur, mais il n'y a aucun risque de travailler avec une personne vivant avec le VIH. Il n'y aura pas de transmission dans ces contextes-là. Puis par rapport aux autres ITSS qu'on connaissait, bon, que ce soit la chlamydia ou la gonorrhée, là, je les connais pas toutes. Mais est-ce que les modes de socialisation aujourd'hui par rapport à la drogue, par rapport à la sexualité font en sorte qu'il y a une augmentation, une diminution? C'est vraiment toujours des phénomènes qui sont stables dans la population? C'est un petit peu dur à dire là, avec certitude, mais ce qu'on sait, c'est que ça va pas en diminuant. Ça, c'est certain. Ça dépend des années. Il y a une année que, par exemple, la chlamydia, il va y avoir une recrudescence, que oui, il va y avoir une augmentation. L'autre année, ça peut être une autre. Cependant, ce qu'on a hâte de voir vraiment avec les réels chiffres, c'est les conséquences de la pandémie que ça va avoir eu sur les taux de transmission, parce que le dépistage a été un des services qui a été beaucoup là, touché par la pandémie, dans le sens qu'on avait moins accès à ce service-là. Au Blitz, on a complètement fermé le service de dépistage pendant plusieurs mois. Donc, ce qui faisait en sorte que les personnes, même s'ils voulaient consulter pour un dépistage, n'en avaient pas l'accès. Donc, ça, puis on se rappelle, en fait, une information très importante à savoir, c'est que une ITSS, c'est souvent asymptomatique. Donc, pour le savoir, si tu en as une, il faut que tu passes un test. Si tu fais juste écouter ton corps, le regarder visuellement, tu n'en feras pas de test, puis ça se peut que tu en aies une, puis que tu continues à le transmettre sans le savoir. Donc, les gens qui n'ont pas eu accès au dépistage, ben, on le sait pas, tu sais, comment ils ont pu transmettre une certaine ITSS durant
cette période-là. Donc ça, c'est sûr là, que c'est une lacune que dans les statistiques qu'on risque là, de voir une incidence dans les prochaines années. Ça, c'est un des services très importants que vous offrez, là, le dépistage. Est-ce que tu peux considérer que c'est une majeure partie de votre travail ou il y a comme d'autres aspects qui prennent plus de place chez Blitz? Je dirais pas que c'est la majeure partie. En fait, présentement, c'est une infirmière. Là, on a une belle collaboration avec le CIUS, qu'une infirmière se déplace dans nos bureaux une semaine sur 2 pour offrir ce service-là à notre clientèle. Donc, certains gens vont préférer venir dans un environnement comme le Blitz qui va être un petit peu plus cosy, tu sais, qu'on va avoir une approche aussi différente. Mais on a aussi une nouvelle offre de service, en fait, c'est l'autotest VIH. Ça, c'est une nouvelle avancée là, médicale qui permet aux gens de venir chercher un autotest puis le faire vraiment au moment qui leur convient. On peut l'accompagner, bien sûr, que ce soit par un intervenant ou un père aidant, mais la personne aussi peut partir avec sa boîte puis le faire à la maison. Ce test-là permet de savoir, en fait, s'il teste réactif ou non réactif au VIH. Donc, pour certaines populations clés que je nommais au début de l'entrevue, c'est un bon moyen de pouvoir faire ces tests de dépistage aux 3 mois. C'est ce qui est conseillé quand tu as des pratiques sexuelles à risque, sans nécessairement avoir besoin de te déplacer dans le système de, peu importe, là, un médecin de famille, infirmière. Donc, c'est vraiment un avenue là, qui est super intéressante. Puis toi, mettons qu'on parlerait un côté plus politique, mettons. C'est qu'est-ce que tu vois en tant qu'intervenante à la santé sexuelle qui serait un pas de géant qui pourrait être fait dans notre système de santé? Si tu as vu des initiatives dans d'autres pays qui ont vraiment fait un travail incroyable, que ce serait bon d'intégrer dans la politique québécoise? Bien, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de répondre spontanément à cette question-là? C'est pas nécessairement une action précise, mais c'est vraiment de voir l'importance, premièrement, de l'éducation à la sexualité. On la met obligatoire dans les écoles, mais les fonds ne suivent pas nécessairement. Il n'y a pas un budget assez représentatif des besoins. Fait que déjà, de considérer toute cette importance-là, puis de voir, oui, tu sais, nous, on va prévenir les ITSS, c'est sûr, mais pour prévenir les ITSS, il faut intervenir avec la santé sexuelle dans sa globalité. Donc, de comprendre ça, de comprendre que d'aller faire des ateliers sur l'importance de communiquer, de travailler l'estime de soi des jeunes, d'aller parler d'ITSS, mais tout ça va arriver à prévenir les infections transmises sexuellement, mais de parler de santé sexuelle dans sa globalité, de voir toute l'importance puis d'avoir les fonds. Parce que nous, au Blitz, présentement, au lieu d'avoir une bonne situation financière, si je peux dire ça comme ça, on nous coupe des subventions. Donc, on met ce sujet-là de l'avant, mais malheureusement, les budgets ne suivent pas. Puis nous, ça nous met dans une situation financière précaire où est-ce qu'on doit réfléchir à, si on coupe des services, comment aller chercher de l'argent à d'autres endroits. Mais chercher de l'argent pour en santé sexuelle, je peux vous garantir que c'est pas facile. C'est pas une mince tâche, puis ça se trouve pas si facilement. Je suis aujourd'hui en compagnie de Frédérique Fafard, qui est intervenante en sexologie chez Foufoune, qui est une nouvelle clinique virtuelle de santé mentale, sexuelle et sociale. Salut Frédérique! Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus chez Foufoune, qu'est-ce que c'est. C'est un organisme que toi et ta collègue Rose avez démarré dans la dernière année, c'est bien ça? Exactement. En fait, chez Foufoune, c'est une clinique, comme tu l'as bien dit. C'est une clinique qui est dite privée, mais qui se base sur des valeurs vraiment connexes au milieu communautaire. Ce concept-là, c'est Rose, ma collègue. Dans le fond, les deux, on est co-directrice et cofondatrice de la clinique, mais elle, ça fait 3 ans que... Oh, j'ai plié sur une petite roche. Ça fait 3 ans, dans le fond, qu'elle cogite ça dans sa tête, tout ce projet-là, puisque elle souhaitait vraiment travailler dans un cadre, et tout comme moi, qui était vraiment conjoint à nos valeurs puis à nos façons d'être, à nos façons de vivre, sans tomber nécessairement dans un milieu institutionnalisé comme on connaît présentement dans le monde de la santé. Donc, de là est né le projet clinique de chez Foufoune. Donc, le 8 décembre dernier, on a lancé notre site Internet avec nos services, en fait. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est chez Foufoune? C'est, dans le fond, une clinique, comme tu l'as dit, de santé mentale, sexuelle et sociale, mais c'est surtout une clinique qui veut orienter ses services majoritairement vers des populations qui sont dites marginalisées,
qu'on pense à des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, de diversité culturelle et même de diversité monétaire. Lorsqu'on parle de diversité sexuelle et de genre, on entend tout ce qui est LGBTQ+. Puis, pour ce qui est des diversités culturelles, ça va de soi, c'est des gens qui sont issus d'autres cultures, qu'on pense à des personnes immigrantes. Et puis monétaire, ben c'est des personnes qui vivent à un salaire faible. Donc, comment que nous on fonctionne, c'est que nos services, comme je le disais, sont vraiment octroyés selon des valeurs vraiment profondes qui font en sorte que ces personnes-là marginalisées vont se sentir peut-être plus écoutées puis plus accueillies dans nos services. Encore là, je suis pas en train de dire que le milieu institutionnalisé qu'on a présentement au Québec fait pas la job. C'est vraiment pas ça. On se veut vraiment allier de ça. Mais c'est que, qu'on le veuille ou non, ces personnes-là marginalisées sont malheureusement trop souvent mal pris pour compte dans leurs services. Qu'on parle de diversité, il y en a qui vont être misgenrées, non prises au sérieux. Ouais. Qu'on parle de personnes, disons, plus corpulentes, qui vont être victimes de grossophobie. La sexualité, à notre époque, est beaucoup plus complexe. Puis vous essayez d'actualiser votre approche avec les mouvances, les tendances ou les nouvelles problématiques. Exactement. Donc, vous êtes toujours à l'affût de savoir un peu c'est quoi les réalités sexuelles et psychologiques de votre clientèle pour vraiment être au diapason là, de ce qui se passe chez eux, en fait. Exactement. Puis moi, m'inscrivant également dans une diversité sexuelle et de genre, je n'ai jamais vécu de préjudice. Je suis chanceuse, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a personne qui est à l'abri de ça. Puis comme moi, j'ai une formation, dans le fond, j'ai fait un bac en sexologie, ce qui fait de moi une intervenante en sexologie. Puis d'ici fin juin, je compte intégrer mon ordre professionnel. Puis c'est vraiment dans le cadre de ce bac-là que je suis allée chercher toutes mes formations, puis toutes mes études, puis mes connaissances pour vraiment être une personne adéquate pour offrir ces services-là via la clinique. On est également une clinique qui se veut multidisciplinaire. Donc, il y a environ 2 semaines, on a ouvert des postes. On a passé beaucoup d'entrevues jusqu'à présent pour des professionnels, pas nécessairement des intervenants ou des intervenantes, mais vraiment, ça peut autant être, je sais pas moi, ostéopathe, chiro, physio, infirmière, infirmier, professeur de yoga, au sens que ce qu'on veut faire, c'est pouvoir donner le plus de services possibles à ces personnes-là. Dans le fond, vraiment créer une clinique pour ces personnes-là marginalisées. Donc, ce qui ferait en sorte que les personnes qui travailleraient avec nous seraient des travailleurs autonomes comme moi et Rose. Après, c'est certain que là, je mets beaucoup de l'avant les personnes marginalisées, mais notre clinique est vraiment offerte à monsieur et madame tout le monde également. On est juste allé dans une idée de pensée où est-ce que on se rend compte que la plupart des services institutionnalisés qu'on a présentement sont majoritairement orientés vers des personnes cis, blanches, qui rentrent, je voudrais dire, peut-être dans une norme sociale un peu plus connue. Plus standard, oui. Exactement. Mm-hmm. Puis que, malheureusement, un peu trop souvent, les personnes marginalisées, ils trouvent pas leur compte. Donc, nous, on a voulu juste faire l'inverse. Donc, ce qui signifie de penser premièrement à ces personnes-là marginalisées, oui. Octroyer la plupart de nos services avec ces approches-là dans lesquelles ils vont se sentir écoutés, compris, comprises, puis valorisés surtout. Puis ensuite de ça, ben je veux dire, si une personne qui est dans aucune diversité et qui n'est pas marginalisée, qui veut avoir accès à nos services, ouais. C'est vraiment merveilleux aussi parce que là, ça va juste prouver que crime, tu sais, il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Puis peu importe la tangente de notre clinique, ben monsieur et madame tout le monde qui ont envie d'y participer à nos services, bien, je suis contente qu'ils se sentent aussi inclus là-dedans. Quand je parle de services, je parle de relations d'aide, autant individuelles, de couple, même de famille. On fait aussi des formations, des ateliers, des groupes de soutien.
On a d'ailleurs différents groupes de soutien qu'on a lancés. Ils sont pas encore en marche, mais ils vont s'en venir. On a, par exemple, moi, j'organise un groupe de soutien qui s'appelle Panique sur le Titanic. OK. Qui est Tu nous expliques ça? Bien sûr, bien sûr. Panique sur le Titanic, c'est un groupe de soutien pour personnes qui vivent avec de l'anxiété. Faisant de l'anxiété moi-même, c'est vraiment pas quelque chose que je me cache. Au contraire, je trouve que la santé mentale devrait être quelque chose qu'on ne devrait pas être gêné de parler ou comme une force, je dirais, une force commune entre tout le monde. Tout à fait. J'aurais une question pour toi. Vas-y. Je me demandais, pour l'instant, on parle d'une clinique virtuelle. Est-ce qu'éventuellement, vous aimeriez avoir un lieu physique où là, il pourrait avoir tous ces ateliers-là, ces offres-là qui seraient ancrées à Victoriaville ou à Trois-Rivières ou dans la région? Ben en fait, c'est certain que là, on a vraiment voulu prendre le bon de le peut-être seul point positif du COVID, qui a été de se rencontrer sur une plateforme qui, nous, est Zoom. La raison pour laquelle c'est sûr qu'on pense peut-être un jour avoir peut-être un point fixe du genre s'allier avec un autre organisme, partager les mêmes locaux, pouvoir faire du réseautage, pouvoir se faire du référencement et tout. Mais pour l'instant, on va vraiment en tenir à la formule en ligne parce que, surtout si on pense à des personnes qui ont peut-être un faible salaire, souvent, ça va être des gens peut-être qui vont avoir seulement qu'une voiture, encore là, des personnes peut-être qui vivent avec de l'anxiété. Des fois, le fait de se déplacer, d'être en contact direct avec la personne. Fait que nous, on a aussi essayé de penser à ces choses-là, des fois, qui pourraient peut-être être des stresseurs. Encore là, c'est certain que la formule en ligne aussi a ses hauts et ses bas, mais c'est vraiment une décision qu'on a vraiment pensée, réfléchie. Puis je pense que c'est aussi ça qui nous rend quand même unique en notre genre. Puis, pendant que je parle de personnes peut-être qui ont un salaire plus faible, nous, de la façon qu'on fonctionne aussi, c'est que bien qu'on soit une clinique privée, on a vraiment monté une échelle tarifaire moins élevée que ce qu'on peut retrouver en milieu privé, ce qui fait en sorte que, mettons, avec une preuve de revenu, une personne à faible salaire pourrait se faire octroyer certains services jusqu'à 3 fois moins cher qu'une personne dite avec un salaire élevé, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ça crée un système d'économie sociale circulaire qui fait en sorte que, comment je pourrais dire ça, les personnes un peu plus fortunées vont payer pour les personnes un peu plus un salaire qui est plus faible, en fait. Puis, au bout du compte, tout revient se balancer. Fait que je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui joue en notre faveur, au sens que on s'est dit, on veut que nos services soient vraiment popularisés auprès des personnes marginalisées. Fait que c'est un petit peu aller en contre-courant de mettre des prix exorbitants ou des prix élevés. On trouvait que peut-être que ça allait à l'encontre du message qu'on voulait, de notre mission, tout à fait, qu'on voulait passer. Donc, vous avez vraiment une approche, j'allais dire moderne, souvent c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment actuel. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on en est avec l'historique qu'il y a eu dans les dernières années par rapport à l'ouverture, à l'inclusion. Là, on a traversé toute la vague de MeToo aussi. Donc là, il y a eu, dans les 10 dernières années, ça brassait pas mal là, en santé sexuelle, puis au côté éthique, au côté moral et social. Donc là, vous répondez à cette nouvelle façon-là de considérer les rapports humains puis la sexualité. Puis chez Fofun, comment est-ce qu'on vous rejoint? C'est-tu pour l'instant une page Facebook? Il y a un numéro de téléphone? On prend un rendez-vous Zoom en ligne? C'est quelle approche ou comment qu'on peut vous trouver? En fait, tous nos renseignements se trouvent sur notre site Internet qui est, tenez-vous bien, chezfofun.com. Je ne m'en doutais pas. Donc, chezfofun.com, Fofun au pluriel. On a vraiment, écoutez, là, un amalgame d'informations là-dessus, autant de moi et Rose, notre histoire commune, moi et Rose indépendamment, la clinique, les divers services qu'on offre, nos échelles tarifaires. C'est possible pour une personne d'envoyer un formulaire de prise de contact. Ensuite de ça, ces personnes-là peuvent se créer un compte, donc ont accès à un profil privé. Donc, comme un site que tu rentres tes informations, puis tu as vraiment ta page à toi, ta plage que personne ne peut avoir accès à. On s'est d'ailleurs doté de plusieurs services qui rendent nos services très confidentiels, parce que dans la mesure où est-ce que
c'est certain que quand on offre des services comme les nôtres, on n'a pas le choix de s'assurer d'une confidentialité puis d'une sécurité béton. Puis à partir de leur profil, bien les personnes, comme je disais tout à l'heure, si c'est des personnes à faible revenu, peuvent envoyer une preuve de revenu. Sinon, bien ça va s'ajouter au salaire qui est élevé. On a là-dessus les horaires, les agendas, les prochains rendez-vous de la personne. Vraiment, là, c'est super génial. Donc, c'est très, très personnalisé comme approche. Exactement. Ouais. Plusieurs personnes trouvent notre nom vraiment rigolo, puis c'est vraiment ce qui accroche au premier contact. Ah oui, Foufoune, pourquoi? En fait, la réponse, c'est qu'on voulait vraiment donner un nom ludique à notre clinique, puisque trop souvent, quand on parle de santé, quand on parle de relations d'aide, de services octroyés en milieu de la santé sexuelle, mentale, sociale, on a un cadre un peu plus restreint puis sérieux. Puis c'est correct parce que faut toujours être en concordance avec la science puis tout. Mais nous, on s'est dit... On va y aller funky. On va y aller... Tu sais, on a le goût de un peu alléger le tout. Puis on a des approches aussi très personnalisées avec nos personnes clientes. Puis on voulait vraiment que le nom ait cette résonance-là. En plus de ça, des Foufounes, tout le monde en a. Donc, c'est pas genré. Puis, c'est une belle façon farfelue québécoise d'appeler des fesses. Puis, on veut desservir le Québec au complet, bien qu'on soit basé en Mauricie et centre du Québec. Donc, on a trouvé ce nom-là très, très pertinent. J'approuve. Cool! Merci, Frédéric. Plaisir! Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. T'en parles au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.